Bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer à faire tourner le monde plus rond. Que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Voie de l'Être. Je suis ravi de débuter cette formidable aventure avec vous et de partager ce chemin de découverte et de voyage vers soi. Au fil de mes rencontres et de mon parcours à la fois professionnel et personnel, j'ai réalisé que nous avions souvent tendance à nous perdre dans les rôles que nous jouions et à nous conformer à des attentes extérieures, et de ce fait de s'éloigner de qui nous sommes vraiment. Cette perte d'authenticité avec nous-mêmes peut malheureusement avoir des répercussions profondes sur notre vie et sur notre état d'être. Pour autant, je reste intimement persuadé que chacun d'entre nous peut avoir une vie bien plus épanouie, plus fluide, plus harmonieuse et plus sereine, et que ce ne sont pas juste des mots pour vendre un concept du rêve ou de l'illusion, mais bien une réalité à laquelle nous pouvons tous aspirer. Seulement pour rejoindre cette vie qui nous attend, il est essentiel de se reconnecter à notre authenticité et de se donner le droit de libérer ce qui nous empêche d'avancer. Apprendre à se connaître, comprendre notre mode d'emploi personnel, libérer nos freins et nos blocages, se reconnecter à notre essence profonde et avancer en accord avec l'univers et notre âme, c'est toute la contribution que j'essaie d'apporter chaque jour dans mon travail. Et c'est aussi ce que je souhaite partager et vous offrir à travers la voie de l'être. Dans cet épisode et dans ceux à venir, j'espère vous transmettre des clés pour vous reconnecter à vous-même, mieux vous comprendre et qu'ensemble, on fasse en sorte que le monde tourne un peu plus rond. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu plus généraliste qui nous permettra de prendre conscience que nous sommes bien plus grands que les cases dans lesquelles nous avons parfois tendance à nous conformer. Nous explorerons pourquoi nous avons cette tendance à répondre aux attentes extérieures et comment cela nous empêche d'être authentiques et de nous épanouir pleinement. Nous découvrirons l'infinie richesse de l'être que nous sommes et toutes nos couleurs qui ne demandent qu'à se révéler. Nous parlerons également de l'importance de se connaître vraiment, d'identifier les freins qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors préparez-vous à embarquer dans ce voyage fascinant où nous allons découvrir au-delà des cases l'infinie richesse de l'être. Sans plus attendre, plongeons dans cette aventure ensemble et commençons à explorer la beauté de notre être authentique. Alors, commençons ensemble ce cheminement. Imaginez qu'on vous demande de vous présenter. Qu'est-ce que vous diriez-vous ? Bien souvent, on répond par notre âge, notre prénom, notre métier, notre situation familiale. Mais est-ce que ça, c'est vraiment nous ? Au final, est-ce que ce n'est pas juste un portrait administratif ? C'est ce que l'on fait, d'où l'on vient, mais est-ce que cela dit qui on est vraiment ? Si je vous demande qui vous êtes, est-ce que vous allez me dire, par exemple, que vous êtes sensible aux films qui vous émeuvent parfois jusqu'aux larmes ? Ou que vous adorez vous balader dans la nature, que vous aimez vous ressourcer en forêt ou plutôt au bord de la mer, ou encore que vous aimez faire de nouvelles découvertes. Tout ça, ce sont des aspects profonds, et pourtant on en parle rarement. Pourquoi ? Parce que quelque part on a été formaté que pour se décrire, il fallait en fait rentrer dans les cases. Alors ces cases, justement, elles sont partout. Que ce soit dans les documents administratifs, les questionnaires, on coche des cases sans cesse. Et parfois, on ne sait même pas laquelle choisir.
Vous êtes-vous déjà dit en face d'une question à cocher, mais dans quelle case est-ce que je rentre ? Parfois on hésite, parfois aucune case ne semble nous convenir, mais il faut bien en choisir une pour autant. Moi personnellement, je ne sais jamais dans quelle case je dois rentrer. Et il y a aussi les cases implicites. Je pense aux adolescents par exemple. Observez un groupe de jeunes au collège. Ils sont souvent habillés de la même manière, ils parlent de la même façon, ils utilisent un langage spécifique qu'on a d'ailleurs des fois du mal à comprendre. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'ils ne veulent pas se faire remarquer, ils ont peur de sortir de cette case qui les définit en tant qu'adolescents. Pourtant, si vous parlez avec eux, beaucoup vont vous dire qu'ils se sentent différents des autres, qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans ce que les autres font. Beaucoup de jeunes, au final, ressentent cela, ce décalage et cette différence. Et combien d'entre vous ont ressenti cela dans l'enfance ? Et en grandissant, on continue à porter en nous ce sentiment d'être un peu à part. Beaucoup de personnes m'ont déjà avoué se sentir à part en décalage avec la société depuis toujours. Moi-même, j'ai eu ce ressenti et je n'arrivais pas à me retrouver dans ce carcan qu'on me proposait. En fait, on est tellement nombreux à ressentir cela que des fois, je me demande si au final, il y a réellement des gens qui peuvent rentrer dans les cases. Mais alors pourquoi ces cases existent-elles ? Pourquoi y a-t-il besoin d'y rentrer absolument ? Eh bien, parce qu'on vit dans un monde où le mental est roi, et ce mental est surtout notre cerveau gauche qui aime l'analyse, la logique, et pour cela, du coup, il a besoin de classifier et de catégoriser. Le mental n'aime pas du tout les zones de flou. Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez tel âge ou tel métier, pour lui c'est clair. Mais si vous commencez à lui dire que vous êtes une énergie à la fois masculine et féminine, là, il perd complètement ses repères. Le mental, il veut des limites, il veut comprendre, et les cases sont un moyen de structurer, d'organiser notre pensée, et aussi la société. Pourquoi la société ? Parce que les cases nous permettent aussi de faciliter les statistiques, ces fameuses normes. Imaginez faire des statistiques sans catégorie, c'est presque impossible. Mais pour autant, est-ce que ces cases sont nécessaires pour vivre heureux et épanoui ? Ça, c'est une autre question. Les cases ont donc une utilité pratique. Elles nous donnent des repères, elles rassurent. Mais elles peuvent aussi devenir des freins qui nous enferment et nous empêchent d'être nous-mêmes. En revanche, on peut se poser la question de savoir pourquoi nous avons ce besoin de nous conformer sans cesse aux cases. Alors il faut savoir qu'on est conditionné au final depuis tout petit à fonctionner dans des cases. Dès l'enfance, on va nous apprendre ce qui est bien ou mal, ce qui est accepté ou non. Et à l'école, le système vient renforcer ce conditionnement. Par exemple, si vous prenez un enfant qui dessine un lapin très imaginaire, à sa façon, parce qu'il est très créatif, et qui ne ressemble pas au lapin que tout le monde attend, eh bien, on va lui dire quoi ? Que son dessin n'est pas conforme à ce qui était attendu. Ça veut dire quoi tout ça ? Que pour être accepté, pour éviter d'être rejeté, on apprend à se conformer et à rentrer dans les cases. Parce qu'au fond, ce qu'on veut tous, c'est être aimé et accepté. Or, dans notre société, être aimé, c'est souvent appartenir au groupe, se fondre dans le moule. Donc on va tout faire pour se conformer aux cases. Tout ce qui ne rentre pas dans une case est considéré comme différent. Et on le sait, la différence, c'est quelque chose qui fait peur, et donc on la rejette souvent. Ce qu'on ne reconnaît pas, ce qu'on ne comprend pas, on le craint. La différence, elle peut être perçue comme un danger, parce qu'elle nous confronte à l'inconnu. Alors on essaie de se conformer, de ne pas trop sortir des cases. Alors, ces cases, elles peuvent être liées à notre famille, aux normes sociales et même à l'époque dans laquelle on vit. Si on prend par exemple dans l'Antiquité, en Grèce, l'homosexualité était parfaitement acceptée et c'était même la norme, puisque c'est ainsi que les jeunes hommes apprenaient à découvrir la sexualité avant de former un couple avec une femme par la suite. Et puis cette différence est devenue une case marginale, rejetée, parce qu'au final, elle ne correspondait plus, elle ne collait plus aux normes sociales du moment. Alors, il y a certaines personnes qui, quand elles voient qu'elles ne rentrent pas dans les cases, elles choisissent au contraire de s'affirmer en dehors de la norme. Mais même en s'opposant aux cases, elles restent attachées à elles, puisqu'elles se définissent par rapport à ce qu'elles rejettent. Ça pose la question, est-ce qu'on a vraiment envie de renoncer à une part de notre identité pour être dans la majorité statistique du moment ? Et si, au lieu de se demander si on est dans ou hors des cases, on osait juste être soi sans se soucier des cases ? Alors qui nous sommes réellement si nous ne sommes pas juste des cases à cocher ? Parce que, soyons honnêtes, ces fameuses cases, elles sont carrées. Et nous, est-ce que nous sommes des petits ou des grands carrés ? Bien sûr que non. Les cases, elles nous enferment, elles nous mettent dans des cadres bien rigides.
vous avez remarqué sur les documents à cocher, elles sont toujours carrées. Elles sont pas rondes, elles sont pas en étoile, elles sont surtout pas en forme de cœur, et c'est dommage, ça pourrait être bien sympathique. Elles sont carrées. Et le carré dans notre symbolique, ça représente quoi? Ça représente le cadre, la rigueur, le sérieux. C'est solide, c'est structuré, c'est la construction, c'est la sécurité. Ça, c'est plutôt positif. Mais ça représente aussi la rigidité, et ça peut vite devenir contraignant. Les cases, elles rassurent, mais elles limitent aussi, elles nous enferment même, et sortir de ces cases, ça peut être parfois effrayant, parce que ça signifie s'aventurer hors des sentiers battus. Et comme on l'a vu, tout ce qui est différent fait peur. On craint ce qu'on ne comprend pas. Le problème avec les cases, c'est qu'une fois qu'on y est, elles nous collent comme des étiquettes. Si par exemple on vous a mis dans la case bordélique, vous risquez d'être vu comme ça pour toujours, même si vous avez évolué. Cette case ne vous lâche pas. Pour en sortir, il faudrait presque tout recommencer à zéro, voire même rayer de votre vie tous ceux qui savent que vous y êtes rentré. Alors, c'est pas très réaliste, bien sûr. Alors, pourquoi se conformer aux cases si elles ne montrent pas qui nous sommes vraiment? Quand on rentre dans une case, bien souvent, on doit renoncer à une part de soi, abandonner des choses qui ne rentrent pas dans le cadre. Alors, parfois, on se contorsionne pour s'adapter, et dans ce processus, on perd souvent une partie de ce qui fait notre essence profonde. On va même parfois jusqu'à inventer des parties qui ne sont pas en nous pour coller à la case. Mais en réalité, c'est juste impossible parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Alors dans la vie, on a chacun des rôles. On peut être père, mère, ami, collègue, mais ces rôles ne définissent pas réellement qui nous sommes profondément. Ces cases, dont nous parlons depuis le départ, ce ne sont que des rôles qu'on endosse, comme des casquettes. Et c'est quand on se confond avec ces rôles qu'on perd de vue qui on est vraiment. Voilà. Vous avez un rôle de parent, par exemple, et c'est un rôle que vous porterez bien évidemment toute votre vie, mais ce n'est qu'un rôle, ce n'est pas vous. Alors imaginez si on vous enferme dans une case de parent ou de collègue. Comment faire pour s'épanouir pleinement, si vous n'êtes que ça, que cette case-là? Pensez-vous réellement qu'un acteur, une fois son film terminé, continue à être son personnage fictif dans sa vie personnelle? Non, parce qu'il y a une différence entre le rôle et l'être que l'on est. Rentrer dans des cases, c'est laisser les autres décider de qui on est, laisser la société ou même la famille déterminer notre propre identité en fonction de ce qu'ils attendent de nous ou de ce qu'on pense qu'ils attendent de nous. Alors moi je vous pose une simple question. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner qui vous êtes vraiment pour être aimé pour ce que vous n'êtes pas? Alors, c'est une réflexion personnelle et chacun aura sa réponse, mais posez-vous la question. Car fondamentalement, être aimé pour qui on n'est pas, est-ce que ça peut réellement nous rendre heureux? Maintenant, je vais vous confier un secret. Et ce secret, vous pouvez et même vous devez le répéter à tout le monde. Personne, je dis bien personne, n'est fait pour rentrer dans les cases. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes bien plus grands que ça. Nous sommes bien plus grands que les cases. Alors, certains vont faire semblant, ils vont devenir contorsionnistes pour rentrer dans ces cases, mais au fond, on est tous bien plus vastes. Nous sommes des êtres multidimensionnels, et c'est pour ça qu'aucune case ne pourra jamais vous retenir. Regardez, même lorsqu'on coche des cases, on ne les remplit jamais de la même manière que notre voisin, ni avec la même intensité. On va prendre l'exemple de l'hypersensibilité, et je ferai un épisode là-dessus parce que c'est quand même important et intéressant. Oui, on peut cocher la case de l'hypersensibilité, mais chacun va la vivre différemment, va la ressentir différemment. Certains vont cocher la case à moitié, d'autres complètement, d'autres avec des nuances, certains vont la colorer peut-être en rouge, d'autres avec un peu de bleu et de jaune. Voilà, chacun va être différent et c'est ce qui nous rend uniques. Et ça, c'est essentiel de se le rappeler. On ne coche que des bouts de cases, seulement ce qui nous correspond. Et en plus, c'est en évolution tout au long de notre vie. Alors parfois, les cases dans lesquelles on est, en fait, elles peuvent nous paraître aussi contradictoires. Et pourtant, c'est tout ça qui fait notre singularité. Si je prends un exemple personnel, on pourrait dire de moi que je suis bordélique, et je le reconnais tout à fait. Mais je suis aussi à côté de ça très organisé. Alors ça peut sembler incompatible, mais en fait, ça va dépendre du contexte. Par exemple, quand je crée, mon esprit a besoin de s'évader, d'être libre, de pouvoir s'éparpiller, et du coup, ça se voit aussi à l'extérieur, et mon environnement devient un peu plus bordélique, et je ne le vois même pas d'ailleurs ce bordel, puisque je suis dans de la créativité. Et en même temps, à côté de ça, j'adore faire des listes, et je fais beaucoup de listes, j'adore structurer ma pensée.
À la base, il faut savoir quand même que je suis de formation paramédicale ergothérapeute et je suis assez scientifique dans mon cerveau. Et pour autant, je suis également très ouvert à la spiritualité, aux énergies, à tout ce qui touche à l'invisible. Donc vous voyez, ça n'a rien d'incompatible. Mais si je m'étais conformé aux cases, j'aurais dû renier une partie de moi et choisir si j'étais plus l'un ou plus l'autre. Les cases, elles sont restrictives. Quand vous allez cocher homme ou femme sur un formulaire, qu'est-ce que ça signifie vraiment, être un homme ou être une femme? Est-ce que réellement on peut réduire tout ça à des caractéristiques physiques ou administratives? Pour moi, ça va bien au-delà. Mais est-ce qu'on se demande réellement ce que ça signifie pour nous d'être un homme ou une femme? Ou bien est-ce qu'on se contente simplement de la case? De la même façon, est-ce qu'on peut réduire une personne malade à sa maladie? Je vous donne un exemple. Quand je travaillais en centre de rééducation, j'avais très souvent des patients qui me disaient « je suis handicapé ». Et je leur répondais « non, vous n'êtes pas handicapé. Vous êtes vous, tout simplement, et vous avez des situations de handicap ». Donc nous ne sommes pas une case, nous sommes des êtres qui ont plein de petits bouts de cases colorées. Des êtres multidimensionnels, et en fait on est bien plus que les cases. Seulement dans notre société, on nous a expliqué depuis tout petit que nous étions avant tout un corps, avec la dimension physique ou une dimension mentale, voilà, la réflexion. Et puis après, les émotions ont fait leur apparition, elles ont eu un peu de mal en fait à prendre leur place. Et aussi depuis plusieurs années, on parle de plus en plus de l'aspect vibratoire et énergétique de l'être. D'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, j'aime bien amener les personnes à prendre conscience de cet aspect qui dépasse le corps. Par exemple, quand je fais des soins énergétiques en fin de séance thérapeutique, les gens ressentent souvent des sensations, des mouvements, comme si je les touchais, alors qu'en fait je les touche pas du tout. Et ils me disent « c'est bizarre, j'ai ressenti de la chaleur, comme si vous me touchiez vraiment », ou j'ai eu l'impression que mon corps flottait au-dessus de la table, ou encore j'ai ressenti des émotions et je comprends pas pourquoi, des sensations bizarres dans mon corps. Et je leur dis « vous voyez, ça vous montre que vous existez bien au-delà de votre corps et que vous êtes bien plus que ce que vous imaginez ». Et là, je trouve ça vraiment génial et magique. Alors la notion d'interconnexion entre toutes ces dimensions, elle est aujourd'hui plus facilement acceptée et reconnue. Le corps, les émotions, les pensées, l'esprit et même l'énergie. Aujourd'hui, même la science admet le lien entre le corps et les émotions par exemple. Et on peut facilement imaginer, de la même manière qu'un déséquilibre énergétique ou émotionnel peut avoir des répercussions sur notre santé physique ou mentale, ou l'inverse, c'est-à-dire que l'atteinte d'une des dimensions peut avoir des répercussions et va avoir des répercussions sur les autres dimensions. C'est pour ça qu'il est essentiel de prendre en compte toutes ces dimensions pour se connaître et s'épanouir vraiment. Cette complexité, elle nous rappelle aussi que si on ne se connaît pas réellement, on passe à côté de notre véritable potentiel. Alors, imaginez que vous ayez une truelle à la main, mais que vous essayez de jouer du violon. Alors, ça n'a pas vraiment de sens. Ou alors si vos besoins fondamentaux sont d'être créatif, de communiquer, de vous connecter aux autres, mais qu'en fait on vous met seul dans un bureau, derrière un écran, et que votre tâche au quotidien est de recopier des données, uniquement recopier des données. Comment est-ce que vous pourriez être épanoui? Si on ignore nos forces, nos faiblesses, nos besoins, on ne peut pas identifier ce qui nous convient vraiment. Et si on ne sait pas ce qui nous convient, alors ce sont les autres qui vont décider à notre place, qui vont nous dire ce qui est bien pour nous. Et de ce fait, on risque de passer complètement à côté de nous-mêmes, de nos vrais talents, de nos vraies envies et surtout de notre véritable épanouissement. Nous avons chacun une richesse intérieure qui est unique. Et ne pas se connaître, c'est passer à côté de soi, de ses dons, de ses talents, de ses besoins fondamentaux. C'est en fait un petit peu comme si vous jouiez la mauvaise partition ou alors que vous utilisiez le mauvais instrument par rapport à la partition. Après, on peut prendre une autre image. Imaginez une personne qui possède un compte en banque bien rempli avec plein de richesses, mais qui ne le sait pas. Et bien cette personne, elle pourrait vivre dans le besoin, sans savoir qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir se réaliser. Se connaître, c'est aussi honorer notre individualité, et ça, c'est important. En fait, on est tous un peu comme les pièces d'un puzzle. J'imagine que vous avez déjà fait un puzzle dans votre vie, et vous avez pu remarquer que chaque pièce est unique et a une place spécifique. Alors, si chaque pièce était identique, le puzzle n'aurait absolument aucun sens, vous êtes d'accord avec ça? Alors, imaginez que nous sommes tous identiques et que nous entrons tous dans les mêmes cases. Le monde serait vraiment bien ennuyeux et l'image du puzzle vraiment très très terne.
C'est parce qu'on est unique avec notre propre place qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et d'un tableau complet. Et ça, quand on parlait tout à l'heure d'interconnexion entre nos différentes dimensions, il faut bien garder en tête que nous sommes aussi interconnectés les uns avec les autres. Connaissez-vous l'histoire du colibri de Pierre Rabhi ? Je vais vous la raconter. Un jour, dans la forêt, un feu éclate, un incendie énorme, et tous les animaux s'enfuient, ce qui jusque-là est tout à fait logique. Tous sauf un, sauf le colibri. Vous savez, ce tout petit oiseau, vraiment, vraiment minuscule. Eh bien, le colibri, il va aller à l'étang, il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il va retourner sur l'incendie, il va jeter les gouttes d'eau sur le feu, il va retourner à l'étang pour prendre quelques gouttes, et ainsi de suite. Les autres animaux qui cherchaient à s'enfuir, en fait, le regardent et lui disent « Mais colibri, en fait, tu crois vraiment que tu vas éteindre le feu à toi tout seul ? Tu devrais plutôt fuir avant qu'il ne soit trop tard. » Et le colibri leur répond simplement « Non, effectivement, je n'arriverai sans doute pas à éteindre l'incendie tout seul, mais je fais ma part. » Alors vous voyez, être soi-même, c'est comme le colibri, faire notre part pour contribuer au monde, pour être la pièce du puzzle qui va rendre le tableau complet et plus beau. Alors souvenez-vous d'une chose, vous êtes bien plus grand que les cases qu'on essaie de vous imposer. Soyez donc la personne unique que vous êtes, explorez toutes vos couleurs et toutes vos dimensions, c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. Bon alors super, on a vu à quel point entrer dans les cases c'est pas l'idéal, que ça nous enferme, que ça nous empêche d'être nous-mêmes, qu'on est bien plus grand que ça, bien plus magique, bien plus unique et multidimensionnel que tout ce qu'on pourrait contenir dans une case. Mais alors du coup, la question qui suit, c'est super. Mais comment on fait pour se connaître vraiment ? Eh bien, déjà, je dirais qu'il faut accepter l'idée qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment, on ne se connaît pas totalement. On a tous le réflexe de se dire oui, bien sûr, je sais qui je suis, je sais comment je réagis, je me connais. Mais au fond, pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de freins à cette connaissance de soi et notamment toutes les injonctions sociales, ces fameuses cases auxquelles on a été exposé. Et tout ça, ça nous embrouille. Dans le tout premier pas, c'est de lâcher ce qu'on croit être vrai sur nous-mêmes et de partir vraiment à notre propre découverte, mais sans aucun a priori. Du coup, ça veut dire partir sans cette peur de se dire « Oh là là, mais si jamais je découvre quelque chose qui ne me plaît pas ?» Parce qu'au fond, toutes les parties font partie de nous. Qu'elles nous plaisent ou non, elles ont toute leur place. Et comprendre ça, c'est aussi comprendre que se connaître, ce n'est pas un but ou une destination. Ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin. On n'arrête jamais d'apprendre à se connaître. On n'arrête jamais d'évoluer d'ailleurs. Imaginez quand vous partez en vacances, par exemple, en général, on a hâte d'arriver pour profiter du lieu de nos vacances. On n'a pas trop envie de dire « Ah super, je vais profiter du trajet, des embouteillages et de tout le reste ». Non, en fait, on veut arriver le plus vite possible. Sauf que pour se connaître, c'est différent. Il faut prendre son temps. Ici, c'est le chemin qui est magnifique. Il n'y a pas vraiment de destination finale, c'est une route sans fin, mais c'est justement ça qui est magique. Alors, pour apprendre à se connaître, il faut aussi être indulgent avec soi-même. On a tous fait des erreurs, on a tous eu des moments où on n'a pas été vraiment nous-mêmes, et ça, c'est juste normal. C'est pas la peine de se flageller, même si oui, quelque part ça fait circuler le sang, mais c'est jamais terrible, et en plus ça peut laisser des cicatrices. Donc on avance en acceptant ces moments imparfaits, ça c'est important. Après, bien sûr, il y a des outils qui peuvent aider à la connaissance de soi. On peut se faire aussi accompagner par des professionnels pour décoder notre mode d'emploi, et certaines pratiques peuvent vraiment nous aider à se comprendre davantage. Pour vous donner un exemple, la numérologie stratégique, qui est une méthode créée par Lydie Castel et à laquelle je suis formé, ça va vraiment permettre d'apporter une compréhension de notre fonctionnement, de nos besoins, de nos atouts et aussi des éléments de blocage. C'est un outil que je trouve vraiment très complet et les personnes qui ont fait une consultation sur leur thème en numérologie stratégique en ressortent généralement avec une compréhension éclairée et des outils pour avancer. Je ferai d'ailleurs un épisode dessus parce que c'est vraiment très intéressant et passionnant et je pense que ça vaut vraiment le coup en fait de pouvoir vous ouvrir là-dessus. Après, voilà, dans une approche peut-être un peu plus, on va pas dire ésotérique parce que c'est pas le cas, mais l'astrologie peut aussi apporter des éclairages et l'astrologie a des faits quand même assez concrets, mais ça peut être également à travers vos lectures, dans les échanges avec les autres. En fait, tout ce qui permet de faire cette introspection et de se poser des questions. Par contre, un piège qui est assez fréquent dans cette quête de connaissance de soi, c'est de vouloir se comparer aux autres. Si on n'arrête pas sans cesse de se dire « est-ce que je suis plus ou moins ceci ou plus cela que lui ou que elle ?»
eh bien on finit par ne plus être vraiment soi-même. Et en fait, c'est pas ça le but. Se découvrir, c'est le faire pour soi, pas pour être mieux ou moins bien que le voisin. Après, pour vraiment se connaître, il faut apprendre à identifier nos besoins, nos dons, nos forces, comme on l'a vu, mais aussi nos zones d'ombre. Il faut oser aller voir ces zones-là, sortir de notre zone de confort et explorer tout ce qui fait partie de nous. Alors, c'est un cheminement, un voyage merveilleux qui nous fait découvrir réellement toutes nos facettes. Et justement, ces zones d'ombre, elles sont importantes. On a souvent tendance à les éviter parce qu'on est un peu dans cette dualité, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et en général, les zones d'ombre, elles sont considérées comme pas bien. Mais ces parts d'ombre, elles ont juste besoin d'être vues et acceptées. Et dans tous les cas, elles font partie de nous et elles viennent équilibrer toute notre lumière. C'est ça qui fait de nous un tout, et c'est ça qui est magique. En reniant vos parts d'ombre, vous reniez une partie de vous. Après, il y a aussi des moments où on peut jouer des rôles, être un personnage comme on l'a vu tout à l'heure pour un instant, et ça, au final, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut juste éviter, c'est de se perdre dans ces rôles. Se connaître, c'est ne jamais oublier qui on est au fond, sous les masques. Alors, connaître ses forces et ses faiblesses, c'est très bien, mais parfois, même si on se connaît, il nous arrive de rester bloqué, on n'arrive pas à avancer pleinement dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'on a des blocages, des freins, des héritages, des mémoires qui pèsent sur nous. Et parfois, ces blocages, ils nous empêchent de voir réellement qui on est. Il est donc essentiel, à mon sens, en fait, de les explorer pour comprendre leur impact dans notre vie. Alors, ces blocages, ils vont vous raconter une histoire. C'est des parties de nous qui demandent aussi à être vues et intégrées pour pouvoir les libérer. Alors, par exemple, on peut avoir des freins liés à notre passé transgénérationnel, comme les héritages invisibles, les secrets de famille, les loyautés familiales. En fait, tout ce qui s'est passé dans notre famille avant même notre naissance peut nous affecter. C'est ce qui est travaillé notamment en psychogénéalogie, et ainsi que tout ce qu'on a vécu pendant la période utérine, voire même au moment de l'accouchement. Après, si on remonte dans un passé encore plus lointain, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le karmique. Alors pour ceux à qui ça parle bien évidemment, avec les vies antérieures, les blessures d'âme, les leçons de vie qu'on est venu travailler dans cette incarnation. Et puis, il y a bien sûr notre propre passé, avec nos blessures émotionnelles, nos traumatismes, les schémas répétitifs, les croyances limitantes. Toutes ces choses qu'on a vécues et qui nous façonnent et qui ont aussi créé des masques pour nous protéger. On a des peurs, des illusions qui nous maintiennent dans une certaine vision du monde et le mental d'ailleurs joue un rôle là-dedans. Donc oui, se connaître c'est magnifique, mais c'est aussi tout un chemin pour se libérer et être vraiment soi. Il ne faut pas hésiter à regarder ces blocages, à les aimer et à comprendre l'histoire qu'ils nous racontent. Parce qu'une fois qu'on les a acceptés, ils vont pouvoir devenir des alliés pour avancer. Voici un petit aperçu finalement de ce voyage, et dans le prochain épisode, on plongera encore plus en détail dans ces blocages ou dans les rôles que le mental joue notamment pour nous protéger et dans tout ce qu'on peut faire pour se libérer petit à petit de tous ces freins. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble la complexité de notre identité et la manière dont les cases dans lesquelles la société nous pousse peuvent parfois nous enfermer. Nous avons vu que ces cases, bien qu'elles puissent sembler rassurantes, ne reflètent pas la richesse de notre être. Nous sommes des êtres multidimensionnels, bien plus finalement que de simples étiquettes, et que chaque dimension de nous-mêmes mérite d'être complètement reconnue et célébrée. En apprenant ainsi à nous connaître, en acceptant aussi nos zones d'ombre, et en nous libérant des héritages et blocages qui nous pèsent, nous pouvons enfin commencer à vivre pleinement notre potentiel pour une vie plus authentique et plus épanouissante. N'oubliez pas toutefois que le chemin vers la connaissance de soi est un voyage et pas une destination. Alors soyez indulgents avec vous-même et ouvrez-vous à la découverte vraiment de toutes vos facettes. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à déchiffrer les différentes parts de notre être et comment nous pouvons nous libérer des cases pour rejoindre la vie que l'on mérite. N'oubliez jamais une chose, vous êtes précieux tel que vous êtes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et votre potentiel d'être multidimensionnel.
N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager avec ceux qui pourraient, selon vous, en bénéficier. Ensemble, nous pouvons apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous, dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.